bonjour, merci Irénée, merci à tous d'être là ce soir. Justement, pour tout vous avouer, on a été un peu surpris qu'à 18h30, vous soyez tous aussi présents et tous aussi intéressés par ce thème, donc c'est quand même super positif. Et peut-être justement, sans transition, en fait, je vais commencer tout de suite par vous montrer des extraits du documentaire de Colline, parce que... justement, comme disait Irénée, Internet, on dit tout le temps que c'est sans fil, qu'on met les données dans un cloud. Et il y a un moment, c'est bien de peut-être voir la matérialité avant de pouvoir commencer le débat. Donc le premier extrait, c'est on va dire un schéma et un passage du film qui explique tout le chemin des mails entre le moment où vous cliquez sur le bouton envoyer et le moment où vous le recevez. Mon mail part de l'ordinateur, arrive à la box. De là, il descend de mon immeuble et rejoint les autres mails du quartier sur le trottoir. Avant de se rendre au centre de raccordement, le premier aiguillage du réseau. Ce bâtiment représente la porte d'entrée d'Internet. Ici, mon mail passe de mon câble individuel aux câbles nationaux et internationaux. Il quitte, en quelque sorte, la petite route de campagne pour prendre l'autoroute. À partir de maintenant, le voyage prend des allures de tour du monde. Les données peuvent emprunter des milliers de routes différentes, passer par le Japon ou l'Angleterre. Elles sont orientées tout au long de leur parcours par des routeurs, les aiguilleurs du réseau. Première halte, aux États-Unis, chez l'hébergeur de ma messagerie, Gmail en l'occurrence, cela pourrait être Hotmail ou Yahoo. Dans cette usine appelée data center, mon mail est traité, stocké et enfin réorienté, car toujours à la vitesse de la lumière, il refait tout le voyage en sens inverse jusqu'à la boîte mail du destinataire. Et du coup, le deuxième extrait qui est beaucoup plus court, sur justement les ressources, en tout cas une des ressources qui est utilisée pour alimenter les data centers. Sur la carte, l'équation apparaît très clairement. Les nombreuses centrales électriques ont fait venir les data centers dans la région. Mais les producteurs d'énergie ont besoin de matières premières, le charbon, qui plus au nord est extrait en quantité. C'est un site impressionnant, il fait même un peu peur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'une montagne à une autre. Ils la détruisent, on tire tout le charbon qu'ils peuvent, et après, ils passent à la suivante. Les vallées sont saccagées. Les arbres sont d'abord rasés, puis on dynamite la montagne, avant de la décapiter. Le procédé est radical. Les effets sur l'environnement aussi. Voilà. ça pose le problème, Colline. Alors, juste pour remettre dans le contexte, effectivement, ces images ont été tournées en 2012. Oui, est-ce que tu peux peut-être revenir sur comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ce sujet, puisqu'en 2012, on en parlait quand même relativement peu. Bonsoir, merci d'être là et merci de m'avoir invité. Pour rebondir directement sur la question, j'en suis venue à m'intéresser au sujet parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de data centers qui voulaient s'installer dans le nord-est parisien, à Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis. Et ERDF, qui distribue l'électricité, commençait à s'inquiéter fortement sur leur capacité à continuer à distribuer de l'électricité. Et donc, il y avait eu plusieurs articles dans Le Monde, dans Le Parisien, sur la présence un peu envahissante de data centers qui faisaient peser sur les communes une réelle tension électrique. En tout cas,
imaginer pour le futur. Parce que les data centers, quand ils débarquent dans une ville, ils demandent 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 20 gigas d'électricité disponible. Et ça, ERDF n'avait pas du tout l'habitude d'avoir à gérer autant d'électricité. Et donc, il fallait pour eux prévoir peut-être de refaire des centres de distribution pour réussir à faire ça. Le problème ne venait pas de la quantité d'électricité disponible, le problème venait de la capacité à transformer de 220 volts en voltage intéressant pour nous. Voilà. Merci. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Okay. Et Philippe, toi, je crois que ton premier livre qui s'intéresse, en tout cas au futur des métaux, enfin celui qui date de 2010, et aussi toi en tant qu'ingénieur, comment est-ce que tu en es venu à se poser ces questions? C'est justement, c'est le croisement d'une expérience d'ingénieur dans pas mal de métiers différents, parce que je travaillais dans le conseil à ce moment-là, donc j'avais l'occasion de croiser un peu les pétroliers, les chimistes, les différents trucs de fabrication, y compris high-tech. Et puis une expérience plus personnelle où je m'intéressais à la question environnementale au sens large. Et je suis tombé un moment sur un économiste obscur qui s'appelait Nicolas Georgescu-Roegen, qui dans les années 70 aux États-Unis a été un des rares économistes à s'intéresser à la question des ressources non renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on sort de la croûte terrestre et puis ce qu'on va utiliser dans notre système industriel. Et donc voilà, à partir de là, les choses se sont un peu enchaînées et j'ai eu envie de comprendre comment on construisait l'ensemble des objets qu'on a autour de nous et quelle était l'implication éventuelle pour les générations futures. Et depuis 2010-2012, quelles sont les grandes tendances que vous avez vues jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des effets, que ce soit positifs ou négatifs? La tendance, je pense que, pour moi, on pourrait dire qu'il y en a deux. Il y a une première qui est l'accélération. On n'a pas freiné la grande machine. La machine, elle a plutôt tendance à accélérer. C'est-à-dire que quand on regarde à peu près l'ensemble des courbes de consommation ou d'émissions de polluants, etc., on est plutôt dans des logiques à peu près exponentielles, à quelques variations près. Et puis la deuxième tendance, c'est une tendance à la dissonance cognitive, c'est-à-dire ou à l'injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, on est dans l'incantatoire, en tout cas dans nos pays dits développés, ou qu'on disait développés, on passe notre temps à parler de croissance verte, à parler d'économie circulaire, à parler de dématérialisation, de la possibilité de faire du PIB en utilisant de moins en moins d'énergie, en émettant de moins en moins de polluants. Et le fait est que pour l'instant, ça marche pas très bien. Donc on est en permanence dans effectivement un double discours, avec sans doute beaucoup de bonne volonté aussi derrière ce bon discours. C'est pas juste du greenwashing. Il peut y avoir évidemment du greenwashing, mais il y a aussi plein de gens de bonne volonté qui voient pas forcément qu'un truc d'un côté va avoir un impact qu'on pourrait qualifier de systémique de l'autre. Moi, ce que j'ai vu, c'est... moi, j'ai fait ce documentaire en 2012. Et entre-temps, il y a quand même Obama qui est passé aux États-Unis, qui a demandé à ce qu'on arrête ce qu'on appelle le mountain top removal, donc le fait de creuser la montagne par le haut, de dynamiter la montagne. Il a fortement encouragé à fermer les centrales à charbon. Il en reste encore beaucoup aux États-Unis, rassurez-vous. Le gaz de schiste n'a pas encore tout remplacé, mais il y a quand même aux États-Unis une tendance à vouloir s'extraire du charbon. Et ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup d'initiatives technologiques, qui commencent à arriver pour essayer de consommer moins d'énergie dans le réseau. Donc ça commence, il y a une prise de conscience. Et ce que je vois aussi, c'est que les entreprises, l'énergie ça coûte cher, donc les entreprises commencent aussi à rationaliser leurs coûts et à essayer d'être plus efficaces dans leur gestion du stockage. Et justement, pour revenir à ces énergies, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé un peu à regarder le sujet et à le préparer, c'est que quand on regarde finalement la question de la coût écologique d'Internet, il n'y a que cette question d'énergie qui ressort, et on parle quand même très très peu, par exemple, des problèmes de recyclage des composants électroniques, ou de l'obsolescence qui pourrait être programmée, ou des problèmes de l'incitation marketing, etc. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'on soit sensibilisé que visiblement à une seule partie de la question ou...
Est-ce que j'ai mal fait mes recherches, hein? Moi, je réponds pour ma part. Quand j'ai commencé le sujet, il y avait déjà eu beaucoup de choses sur la gestion des déchets électroniques qui se faisaient dans les pays à bas coût, au Ghana, au Bangladesh. J'avais l'impression que c'était assez rentré dans les esprits, que changer d'ordinateur, en fait, c'était trop souvent, c'était une catastrophe écologique. Enfin, que tout ce qui était matériel et le coût écologique du matériel était assez dans les esprits. Donc moi, j'ai vraiment fait un choix radical de m'intéresser à ce qui nous paraît être immatériel, ce qu'on appelle le réseau sans fil. Moi, je suis pas du tout informaticienne, pas du tout geek. Je suis journaliste grand public. Bêtement et très candidement et naïvement, je croyais que le réseau sans fil, il y avait pas de fil. Et en fait, le réseau sans fil, c'est juste de moi à ma porte d'entrée, quoi. C'est le mètre ou les 2 mètres qui séparent du prochain fil. Donc, moi, c'était une volonté très claire de montrer la matérialité derrière l'immatérialité, de montrer, vous les avez pas vus, mais il y a des extraits, je montre les câbles, je dis que les routes de l'internet, elles sentent la poussière, elles passent sous la mer, et c'est tout est physique. Et voilà, moi c'était un intérêt plus, je dirais, personnel de Candide. Oui, je pense que donc la consommation énergétique du système Internet, parce que c'est Internet, les data centers, les câbles, les stations de base sur les toits qui récupèrent le 3G, la 4G, etc. Mais c'est aussi ce qu'on a chez nous. Donc tout le système entier, c'est effectivement la consommation énergétique, c'est peut-être le plus visible ou celui qui a le plus émergé dans le débat public jusqu'à présent. Pour se fixer un ordre de grandeur, c'est très compliqué de savoir parce que c'est réparti dans toutes les factures chez tout le monde, dans les entreprises, à la maison, etc. Mais bon, les études varient un peu, mais on parle de à peu près, on pourrait dire 1500 à 2000 TWh par an pour le système Internet au sens large, c'est-à-dire pour, en grosso modo, 3 à 4 fois la production d'électricité française ou 8 à 10% de l'électricité mondiale. Ça, c'est pour se fixer l'ordre de grandeur. Donc, c'est un fait, mais le problème, c'est que ça monte très vite, ça avance très vite. Alors, effectivement, c'est qu'un morceau de la chaîne d'utilisation, parce que à côté de l'utilisation, il y a aussi les ressources, c'est-à-dire qu'il faut aller aussi chercher des métaux. Dans votre smartphone, il y a 40 à 50 métaux différents. Chacun de ces métaux, on va les récupérer dans des mines. Elles ne sont pas toutes aussi affreuses que les mines de charbon qu'on a vues, mais enfin, elles sont, en général, une mine, c'est assez affreux. Même quand on essaye de faire une mine durable ou avec des normes environnementales formidables, il faut quand même creuser un trou, il faut quand même perturber le cycle de l'eau, etc. Donc il y a toute cette question des ressources en amont. On a vu quelques trucs émerger dans le débat public. Il y a quelques années, par exemple, Le Monde et d'autres avaient titré sur le sang dans les téléphones portables. C'était l'histoire du coltan, colombo-tantalite, c'est-à-dire, en gros, dans tous les petits condensateurs, vous avez du tantal. Vous voyez les petits cylindres, si vous avez déjà fait tomber votre téléphone et qu'il a explosé, dedans, il y a des petits cylindres accrochés sur les cartes numériques. Voilà, donc ça, c'était exploité, c'est toujours exploité d'ailleurs en grande partie dans l'Afrique des Grands Lacs, dans l'est de la République démocratique du Congo, et donc ça alimente les seigneurs de guerre, etc. là-bas. Donc il y a eu quand même quelques trucs qui ont émergé. Il y a la question des terres rares qui a émergé aussi un petit peu avec la production en Chine, très polluante, etc. Bon, donc les ressources, les déchets, ça n'a pas changé. On continue à les envoyer au Nigeria, au Ghana, en Inde, en Chine, ça dépend où est-ce qu'on est. Donc il y a des photos assez jolies qu'on peut trouver sur Internet avec voilà, on va dire ce qu'on appelle du recyclage informel, c'est-à-dire que... Et encore, parce qu'il n'y a que moins de 25% d'un smartphone qui est recyclable. Voilà, alors quand bien même, effectivement, parce ils finissent pas tous au Ghana, quand bien même ils finiraient dans la poignée d'usines de classe mondiale qui est capable de traiter avec, je vous passe les détails, mais on va dire une double pyrométallurgie du zinc et du plomb-zinc et du cuivre. Vous voyez, vous irez chercher ce que ça veut dire sur Internet, moi j'en sais rien non plus. Mais en gros, ils arrivent à récupérer une quinzaine de métaux sur les 40 ou 50 dont on parlait tout à l'heure. Et pourquoi on ne récupère pas tout? Pourquoi est-ce que tous les métaux high-tech sont recyclés à moins de 1%? Pas tous, mais une grande partie. Parce qu'en fait, on les utilise en quantité infime, à l'échelle du milligramme, de la dizaine de milligrammes, ou même moins dans des téléphones. Et donc, quand vous arrivez dans votre usine et que vous allez broyer, parce qu'en gros, c'est comme ça que ça marche, on retire la batterie, on retire l'écran, après on broie, et puis après, on va essayer de trier un peu, en passant ça dans l'eau, on va trier les plastiques et quelques trucs comme ça.
voilà, on va avoir du mal à recycler ça correctement parce qu'il y a une incompatibilité technique des produits, etc. On ne peut pas tout récupérer. C'est jamais parfait. C'est comme quand vous refondez du plastique ou même quand vous refondez des canettes d'aluminium. Vous imaginez bien, je sais pas, la sérigraphie que vous avez sur la canette d'aluminium, elle n'est pas récupérée, elle est brûlée, perdue, elle devient un élément trace, une impureté, etc. Voilà. Donc vous avez cette question des déchets qui est importante, mais du cycle qui est impossible à refermer, qui est très dur à refermer. C'est pour ça que j'ai parlé des low-tech, de comment économiser les ressources en faisant des low-tech plutôt que des high-tech, parce que plus on est high-tech, plus on a des produits spécialisés, miniaturisés, avec des fonctionnalités intégrées, etc. Ben plus c'est un cauchemar en recyclage. Voilà. Et puis vous avez une dernière chose qu'on pourrait... on a vu déchets, on a vu utilisation, on a vu ressources, mais on pourrait aussi parler de la fabrication. À la fabrication, on pourrait dire, on a cette image du numérique, de l'industrie numérique, avec des techniciens en blouse blanche, dans des pièces qui sont des usines qui sont très très propres, etc. Le fait est qu'il faut que ça soit très très propre, de fait. Mais ça utilise aussi beaucoup de produits chimiques, ça utilise beaucoup de gaz un peu spéciaux, etc. pour la gravure. Si on prend juste le silicium, il y a le groupe Eco-Info du CNRS qui a un très beau site sur Internet qui décrit la fabrication juste du silicium. Silicium, il n'y a pas de problème de ressources, on en a beaucoup, c'est du quartz. Hein. Mais la fabrication elle-même fait froid dans le dos parce que ça utilise plein de gaz bizarres, il y a des bouts derrière toxiques qu'il faut. Alors on va traiter tout ça, mais on va dire qu'on a besoin d'une eau pure en entrée et que l'eau qui ressort derrière, elle n'est pas très très propre. Et vous, Je voulais juste rebondir parce que pourquoi cette question elle apparaît dans le débat public, c'est que moi ce qui m'a marqué, c'est le paradoxe qu'il y a entre le rêve vendu par les nouvelles technologies et un peu l'utopie d'un monde nouveau, d'un monde dématérialisé, d'un monde où on utilise moins de pétrole, d'un monde où on n'a pas des facteurs qui sont en train de rouler, en train de distribuer des milliers de lettres, d'un monde où il n'y a plus d'imprimantes, un monde où les conférences, on n'est plus obligé de prendre l'avion pour aller à New York ou pour aller à Shanghai. On peut, bonjour New York, on peut tout faire par Skype, et je crois que c'était important de lever le voile sur sur la réalité un petit peu cachée. Ça ne veut pas dire que c'est une industrie qui est beaucoup plus polluante que toutes les autres industries. L'industrie aéronautique est extrêmement polluante aussi. Enfin, toutes les industries sont polluantes. Je crois qu'on a mis le doigt sur un paradoxe, en fait. Et c'est un petit peu ça qui fait que le sujet continue d'être dans le débat public. Ce qui me fait me poser deux questions. La première, c'est comment est-ce que ça se fait du coup que Internet paraît si peu cher, en tout cas en France, et du coup qu'on ait l'impression effectivement que ce soit illimité, alors que visiblement il y a des énormes infrastructures derrière, il y a des millions même de kilomètres de câbles, de cuivre. Et du coup la deuxième question, qui sera peut-être une question où finalement vous parlez effectivement des ressources, mais est-ce qu'on ne peut pas être optimiste et penser que dans, 50 ans, 100 ans, finalement on aura fait des progrès techniques qui nous permettront justement de trouver, soit d'utiliser d'autres ressources, soit de trouver des moyens de les extraire de manière plus efficace ou... La première question sur pourquoi est-ce que ça nous paraît si peu cher, c'est que quand on utilise Internet, enfin moi j'ai fait l'expérience, quand on fait écrire un mail, ça coûte rien. C'est une ampoule allumée pendant 1 minute, c'est une tasse à café. Google va vous dire qu'une requête Google c'est rien. Ce qui rend la chose visible, c'est que il n'y a pas un mail qui est écrit tous les jours. Il y a 10 milliards de mails qui sont écrits par heure, par jour. Enfin, les chiffres évoluent à une vitesse de la lumière, donc je préfère même dire aucun chiffre. Et donc en fait, et juste pour préciser, ce qui est l'équivalent de 15 centrales nucléaires. C'est ce que vous dites alors pendant moi une j'avais heure. fait un calcul. Je ne sais pas s'il est complètement bon parce que l'ADEME à l'époque, l'agence française de l'énergie, enfin du développement, c'est quoi l'acronyme de l'ADEME ? L'agence du développement énergétique, enfin bon, à l'ADEME quoi. Ils avaient fait une étude sur le coût d'Internet. Ils avaient essayé de calculer combien coûtait un routeur. Mais un routeur qui sont, donc j'expliquais un peu les aiguilleurs du réseau. On a tous des routeurs à la maison. Notre box Wi-Fi, c'est un routeur. Ils avaient essayé de déduire le coût pour un mail.
et en fait, c'est des nano grammes de CO2, donc c'est très compliqué en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour nous, à notre échelle, de voir quel est le coût réel d'Internet. Et c'est compliqué aussi parce que les entreprises d'Internet font tout pour nous maintenir dans cette... c'est pas un complot de leur part, hein, mais nous maintenir dans cette idée que le cloud, c'est un nuage. Le cloud, c'est quoi? C'est des serveurs. C'est un disque dur qui est mis dans ce qu'on appelle, avec plein d'autres disques durs, plein d'autres serveurs. Ça s'appelle des pizza box. Il y a des tours entières avec 40 serveurs qui chauffent tellement parce que un serveur, quand vous avez votre ordinateur portable sur les genoux, ben, ça chauffe. Qu'il faut absolument les réfrigérer avec de l'air conditionné. Et c'est ça, en fait, qui coûte de l'argent. C'est la réfrigération des data centers. Et effectivement, il y a en ce moment beaucoup de recherches pour savoir comment faire pour que les serveurs refroidissent se brûlent ou se réchauffent moins vite, pour qu'ils se refroidissent de façon plus efficace. Et ça, nous, à notre échelle, on a du mal à le voir. Et voilà. Et moi, dans ce que j'avais étudié dans la consommation énergétique du réseau, ce qui coûtait cher, c'était pas tant le transport des données, mais c'était vraiment le stockage. Et le stockage dans des data centers qui ont l'obligation d'être réfrigérés et refroidis. Alors, Internet gratuit. Non, Internet n'est pas gratuit, mais il n'est pas écologiquement gratuit. Il n'est pas non plus économiquement gratuit. Il y a bien effectivement un moment des maîtres chiens à payer, il y a bien des data centers à construire, etc. Simplement, répartis sur la masse de personnes, ça passe un peu dans les abonnements télécoms ou ailleurs. Et puis s'il y a vraiment quelque chose de gratuit sur Internet, comme dit le bon mot, c'est que c'est vous le produit vendu. D'accord? Si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a une manière ou d'une autre une exploitation des données qui va être possible derrière, ou de la publicité. Voilà, c'est le principe un peu des médias. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, mais finalement, s'il n'y avait pas ce système de le produit c'est vous, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de stocker toutes ces données, hein? Ou il y a peut-être des données qui servent à rien et qu'on peut... Il y a une partie des données. Aujourd'hui, là, à peu près, on considère à peu près que le cloud, l'estimation, c'est à peu près 8 zeta-octets, c'est-à-dire 8000 milliards de gigaoctets. Donc, pour faire simple, on va dire que pas chaque internaute, parce que tous les habitants de la planète ne sont pas internautes, mais à la grosse, chaque habitant de la planète a 1000 gigaoctets dans le cloud. Ouais, donc vous comparez à vos disques durs qui font, je sais pas, maintenant, ça fait quoi un disque dur de truc neuf? 1 téraoctet peut-être, 1000 gigaoctets. Donc il y a à peu près pareil dans le cloud que ce que vous avez dans votre ordinateur. Donc, ça malheureusement, ça bouge très vite, et c'est ça qui donne tout le problème du progrès. Parce que oui, bien sûr, il y a des progrès technologiques. Comme tu l'as décrit tout à l'heure, il y a des progrès sur les data centers. C'est un exemple parmi d'autres sur le fait qu'on progresse sur l'architecture, on progresse sur effectivement la manière de traiter les données, donc il va consommer moins d'énergie. On progresse sur la température de fonctionnement. C'est-à-dire on monte la température de fonctionnement, on a moins besoin de les climatiser. Ou on va les climatiser à l'eau froide en Finlande ou au Groenland plutôt qu'au charbon dans les Appalaches. Donc ça progresse, et c'est suivi d'ailleurs par des ratios, et c'est même des éléments économiques pour les entreprises. Je veux dire, c'est intéressant de consommer moins d'énergie. Simplement, pendant ce temps-là, pendant que le coût unitaire écologique ou énergétique de la donnée traitée, calculée ou stockée s'effondre, parce que littéralement ça baisse, ça s'améliore, et pendant ce temps-là, le nombre de données qu'on a à stocker et à calculer explose. Hein, c'est l'effet rebond, et c'est ça qui fait qu'en fait on ne voit pas à la fin de la journée, comme disent nos amis anglo-saxons, on ne voit pas de résultat en disant « Ah bah c'est bien, Internet est passé de 10% de la consommation à 9% de la consommation ». On ne le voit pas parce qu'on améliore d'un côté en unitaire, mais on explose en quantité. On explose en quantité, pourquoi? Parce que l'usage de la vidéo a explosé, parce que y a de plus en plus de trucs Facebook, parce que aussi, je sais pas, le télescope Hubble descend des données qu'il faut stocker tous les jours pour les analyser l'année prochaine. Il y a plein de raisons. C'est pas juste du marketing, c'est pas juste les entreprises qui stockent nos clics. Il y a aussi ça, effectivement, mais c'est pas forcément la majorité du truc. Le fait est que, effectivement, l'avènement des big data, l'avènement de l'internet des objets, la multiplication des capteurs un peu partout qui vont être chacun un émetteur de données qu'il va falloir éventuellement stocker quelque part, fait que on est en train.
en gros, les prévisions aujourd'hui, c'est de dire dans les 3-4 ans, on va passer, mes 8 000 milliards de gigaoctets tout à l'heure vont devenir 20 000 milliards. Et puis ça va continuer parce qu'on est encore dans une courbe exponentielle. Voilà. Pour donner un exemple, la voiture autonome. Donc la voiture autonome qui est un moyen on va dire, de régler les embouteillages, la consommation énergétique des villes, de faire les smart cities, je sais pas quoi, parce qu'on va faire tous de l'autopartage et grâce aux voitures autonomes qui vont venir nous chercher, nous déposer partout, et on aura juste à appuyer sur le smartphone. C'est un des imaginaires technologiques pour régler le problème de la mobilité, d'une certaine manière. Paraît-il, alors c'est Dixit Intel, donc ils ont peut-être eu tendance à tartiner un peu les chiffres, mais Intel nous dit que la voiture autonome va produire en 1h30, pas en 24 heures, en 1h30, c'est-à-dire que l'usage d'une voiture aujourd'hui à peu près, va produire 4000 gigaoctets de données par jour. Donc 4000 gigaoctets de données par jour, je vous laisse refaire le calcul, mais en gros ça veut dire que si vous mettez 1 million de voitures autonomes, je rappelle qu'à l'échelle mondiale il y a 1 milliard de voitures, pas 1 million, et bien les 4000 gigaoctets de la voiture, alors est-ce qu'il faudra stocker tous ces 4000 gigaoctets? J'en sais rien. Est-ce qu'il faudra les stocker pour les big data et pour faire du marketing furieusement géolocalisé et personnalisé? Est-ce qu'il faudra les stocker pour les assurances? Est-ce qu'il faudrait... J'en sais rien. Mais s'il fallait les stocker, ça veut dire que le flux de données avec 1 million de véhicules seulement, c'est-à-dire 1/1000 du parc mondial, représenterait le flux d'Internet aujourd'hui. Donc, imaginez que demain, on va avoir 1 milliard de voitures autonomes, donc ils vont cracher 1000 fois ce qu'est Internet aujourd'hui. Alors, on peut multiplier par 1000 ce qu'on stocke et ce qu'on échange. On l'a déjà fait. Entre guillemets, dans le numérique, c'est pas très très dur. En doublant tous les 18 mois, la loi de Moore, tout ça, on peut le faire. Mais simplement, on se dit, est-ce qu'effectivement, à un moment, les progrès technologiques en face de ça vont être suffisants, quoi. Je crois juste pour rebondir sur la voiture autonome, demain c'est la voiture autonome et la voiture électrique. Et en fait, on se rend compte que si le pétrole a été l'énergie du XXe siècle, l'électricité, c'est vraiment ce qui va être le moteur des années à venir. Internet, c'est l'électricité. Les voitures de demain, c'est électrique. Donc on est en train de pousser cette énergie plus que les autres. Et donc effectivement, on a dit que, par exemple, tous les grands groupes, Google, Facebook, Apple, en tout cas, montraient une volonté, notamment dans les data centers, de s'emparer un peu de la question. Donc de ce que vous venez de dire, c'est que visiblement, ça suffit pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour... on va pas remplacer ce système, ou comment on peut bouger les lignes ou... Moi, ce que j'ai vu, c'est que les grands groupes se réunissent chaque année dans un sommet pour essayer d'être plus efficients, efficiency. C'est pas des questions écologiques, hein, c'est clairement des questions de coûts économiques pour eux, parce que si les clouds sont pas efficaces, si les data centers dépensent trop d'énergie, ils vont devoir répercuter les coûts. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez, moi je suis sur Gmail, on atteint assez vite les 5 gigas, enfin assez vite, on les atteint quand même. Pour la première fois de ma vie, on m'a demandé de payer pour ma boîte mail. Signe que j'avais un peu saturé mon espace de stockage. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait. Parce que pour la première fois de ma vie, on m'a dit, attention, c'est payant, en fait. Mais tout ça pour dire que les grands groupes, ils se rendent bien compte qu'il y a des coûts. Et ils ont d'abord une réflexion stratégique et économique. Évidemment, il y a un effet intéressant pour eux parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une question qui mobilisait l'opinion publique. Greenpeace a fait des rapports, Greenpeace les a un peu challengés là-dessus, et du coup, ils se rendent compte que finalement, ça vaut peut-être le coup de communiquer dessus. Donc, ils font des data centers en Suède, en Islande. Apple a construit une ferme solaire la plus grande du pays à côté de son data center. Entre nous, ça n'a aucun impact. Parce que les data centers ont besoin d'une électricité stable. Et aujourd'hui, l'électricité stable, elle est fournie par le charbon, le nucléaire et l'eau, et l'hydroélectrique. Les énergies renouvelables qui sont intermittentes, quand il fait soleil, quand il fait beau, on a de l'énergie solaire, quand il y a du vent, on a de l'énergie éolienne. Elles n'ont pas encore trouvé de solution pour les stocker. Et donc les data centers, ils ne peuvent absolument pas se permettre de dépendre du temps pour exister. Un data center, c'est pas seulement je stocke mes photos. Un data center, c'est là où il y a le fournisseur d'accès à un réseau.
Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais OVH a eu un problème technique. Il y a plein de sites internet. Il y a quelques jours, il y a plein de sites internet qui fonctionnaient pas pendant quelques secondes. Alors ça paraît accessoire, mais aujourd'hui, un magasin de commerce en ligne comme La Redoute ou n'importe quoi, quelques secondes de coupure d'électricité, parce que c'est de ça dont on parle de coupure d'électricité, bah c'est X 1000 clients en moins. Alors, La Redoute peut-être pas, mettons Amazon. Amazon, en quelques secondes, c'est X 1000 clients en moins. Et ça, aujourd'hui, les data centers, et même toute notre économie, qu'elle soit numérique ou non, on ne peut pas se le permettre. Les data centers, c'est pas seulement l'économie qui se passe sur le web. C'est, je fais un retrait à ma banque. Je vais déposer un chèque à la banque. Quelque chose qui nous paraît très matériel aujourd'hui, très physique. Aujourd'hui, tous ces services sont reliés par le cloud. Et donc, on ne peut pas se permettre de coupure d'électricité, donc on est obligé d'avoir une énergie stable. Et les data centers, les grands groupes, ils ont beau essayer de faire des efforts, comme Apple, qui construit une ferme solaire. Sa ferme solaire, elle n'alimente pas son data center. Sa ferme solaire, elle alimente un peu les environs, et il continue d'acheter de l'électricité stable. Donc, je ne me rappelle plus quelle était la question. Excusez-moi. Si, non, mais la question, c'était justement, vu que ça fait système, et en fait, comme tu viens de dire, il y a un moment où il y a quand même des contraintes économiques qui font qu'on ne peut pas, en tout cas, où c'est une question qui se pose, c'est compliqué en tout cas de faire juste une espèce d'énorme panne et de trouver un système alternatif. Et du coup, qu'est-ce qui est premièrement en mesure, qu'est-ce que les entreprises sont en mesure de faire, peut-être pour prendre au sérieux ce problème? Bon, visiblement, si elles s'intéressent qu'effectivement qu'au côté économique, ça devient problématique. Et après, si la société doit dépendre du modèle économique, à quel niveau doivent se situer les questions d'intérêt général? Non, mais je voulais rebondir sur la question de... J'ai oublié la question, mais je voulais rebondir dessus. La précédente. En fait, je pense que pendant quelques années, dans l'enthousiasme du développement du numérique, le numérique a un peu est resté un peu tranquillement sur la réserve sur ces questions-là, parce que le secteur numérique, parce qu'en fait c'était il y avait la question du green IT qui se posait déjà, donc c'était comment on améliore les data centers, comment on peut gérer, je sais pas, les déchets ou récupérer les téléphones en fin de vie, etc. Bon, très bien. Ça commençait un peu, mais sans plus. Mais c'était surtout le green by IT. C'est-à-dire, en gros, c'était peu importe que le numérique pollue un peu, certes, il pollue un peu, comme tout le monde, bon, mais pas plus, ni plus ni moins qu'un autre. Mais grâce au numérique, on allait transformer le monde et on allait pouvoir faire des gains incroyables d'efficacité, d'efficience, de sobriété, que sais-je, sur l'ensemble des autres secteurs. Ça va de la question de la voiture tout à l'heure, les mobilités, c'est la smart city, les smart buildings qui vont bourrer de capteurs, qui vont consommer moins d'énergie. C'était effectivement les déplacements et voilà. Et puis on s'aperçoit finalement au bout de quelques années, on commence peut-être à s'apercevoir, j'en sais rien, que la consommation de papier, elle a baissé, mais enfin bon, sans plus. Puis de toute façon, on a remplacé ça par des emballages de gâteaux. Les déplacements, on ne s'est jamais autant déplacé. Donc voilà, il y a cet effet rebond dans Internet, à l'intérieur du numérique, c'est-à-dire que ma photo numérique qui faisait 100 kilooctets quand les premiers appareils sont arrivés, aujourd'hui elle fait, je sais pas, 10 mégaoctets, et donc faut aller stocker tout ça quelque part. Donc il y a l'effet rebond interne, et puis il y a l'effet rebond externe. Alors, prendre un autre exemple avec le covoiturage. Par exemple, le covoiturage, c'est génial. C'est de se dire, grâce à la mobilité, il fallait avoir le smartphone avec la mobilité, le truc, j'appuie sur le bouton, je vais faire du covoiturage. Et quand on regarde le covoiturage longue distance, aujourd'hui, c'est compliqué, il y a des sociologues, etc., qui commencent à se pencher sur la question, pas que des ingénieurs ou des économistes, et qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mélange d'effets très bénéfiques qui sont, oui, il y a deux personnes qui avaient pris chacun une voiture pour faire Paris-Strasbourg. Alors, ils prennent une seule voiture, c'est génial. Et en même temps, on a des effets un peu pervers, mais qu'on n'arrive pas bien à mesurer, à quantifier, avec la voiture Paris-Strasbourg, la même. Mais il y a le gars assis à l'arrière, il va faire la fête avec ses copains parce que ça coûte pas cher. Et puis, il n'aurait pas forcément été à Strasbourg s'il n'y avait pas eu l'offre. Donc, l'offre crée la demande. On est dans une économie poussée, on n'est pas dans une économie tirée par le client, on pousse et le client choisit.
Et puis il y en a un autre dans la voiture, lui, il avait pris le train d'habitude, mais comme c'est moins cher maintenant de faire du covoiturage, il vide le train, il remplit les voitures. Bon. Et puis même celui qui conduit, il fait plus souvent Paris-Strasbourg parce qu'il a la contribution économique des deux autres. Donc ça lui coûte moins cher de faire Paris-Strasbourg lui aussi. Et donc c'est cette espèce de fait rebond qui est immesurable parce qu'on ne va pas aller interroger chaque personne. Donc on fait des études sociologiques, voilà, tout le monde essaye un peu de comprendre ce qui se passe. Mais à la fin de la journée, à nouveau, quand on regarde la consommation d'essence et de diesel, elle ne baisse pas à l'échelle française. Donc cet effet rebond-là, il est très compliqué. Donc du coup, le Green by IT, il est un peu en train de faire pchit, aurait dit un ancien président de la République. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu embêté, parce qu'on dit comment on va faire. Et donc ce coût d'Internet, il est en train de devenir insoutenable. Et il ne nous apporte pas les services ou les améliorations qu'on espérait, d'un point de vue, j'entends, environnemental et écologique. Il en apporte peut-être éventuellement sur les aspects de la vie de tous les jours, j'en sais rien. Ça c'est un autre débat, plus philosophique, plus anthropologique. Mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, environnemental, il n'apporte rien. Au contraire, on voit que, je sais pas, le commerce permet d'acheter des trucs à l'autre bout du monde encore plus qu'avant, qu'il y a la multiplication des petits colis, etc. etc. Voilà. Donc après, la question, c'est comment on fait pour améliorer ça. Voilà. Mais là, je vais peut-être repasser la parole et la reprendre après. Mais après, il y a la question de est-ce qu'on peut effectivement baisser ou pas la consommation d'Internet. Vas-y, Colline, du coup, sur cette question de qu'est-ce qu'on fait, du coup, comment on sort de tout ça? Moi, j'avoue que quand j'ai réalisé mon film, et encore un peu après, j'ai été assez séduite par Jérémy Rifkin, qui proposait la troisième révolution industrielle, et qui proposait en gros d'utiliser les outils d'Internet pour partager l'énergie. Utiliser je vous expliquais le système des énergies renouvelables qui sont intermittentes. En gros, il imaginait un système où on pouvait partager l'énergie comme en réseau et que l'énergie ne soit plus centralisée mais décentralisée. Bon, ça fait 4 ans. Moi, j'ai pas vu grand-chose qui se passait de ce côté-là. C'est encore assez balbutiant. Je crois qu'il y a une initiative que j'ai vue il y a pas longtemps à Brooklyn avec un réseau de l'énergie basé sur un système Ethereum qui est un peu l'équivalent blockchain. Moi, je sais pas, mais je suis pas spécialement low-tech, quoi. Je pense qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens sont connectés et il va falloir réussir à trouver des solutions qui sont un petit peu en accord avec nos aspirations. La question, elle est personnelle. Est-ce qu'on a besoin de dégager tant de données? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et l'effet rebond, est-ce qu'on peut l'éviter? Et je crois que c'est un peu une philosophie de personnel qui peut nous guider. Mais en tout cas, les géants d'Internet, c'est des entreprises, quoi. Leur objectif, c'est de capter notre attention et de capter nos données pour les utiliser à leur avantage. Donc, on ne peut pas leur demander de se restreindre, en fait. Je crois que ce qui était intéressant, Gary Cook de Greenpeace, il avait alpagué les géants d'Internet, Apple, Google, Facebook, Amazon, eBay, parce qu'il disait, vous êtes des entreprises disruptives. Vous avez révolutionné le commerce. Vous avez révolutionné l'art de faire de la musique. Enfin, en tout cas, de rémunérer les artistes qui font de la musique. Vous avez révolutionné l'information pour Google. Vous avez révolutionné la façon de communiquer avec vos amis, d'échanger des émotions pour Facebook. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à révolutionner notre façon de consommer de l'énergie? Et c'est pour ça que Greenpeace a challengé les entreprises du web en disant, vous avez une force disruptive, mettez-la à profit de la transition énergétique, de la transition écologique. Et les entreprises, fondamentalement, elles ont un peu écouté le discours, mais c'est pas leur objectif premier. Leur objectif premier, c'est de capter notre attention, de capter nos données et de se construire des empires, entre guillemets, avec tout cet or noir d'Internet. Mais du coup, finalement, la clé, c'est de trouver les astuces qui, à la fin, seront rentables. C'est-à-dire, il n'y a pas un... ou au contraire, ce que tu dis sur ok, c'est à l'individu finalement de peut-être prendre conscience et effectivement peut-être qu'au lieu d'envoyer le mail 5 fois avec ta pièce jointe, tu peux l'envoyer une fois avec ta pièce jointe ou
des choses comme ça, mais il y a un moment où tu as quand même une structure. Enfin, je veux dire, comme tu parlais du design de l'attention, tu vas sur un site web, tu n'as pas forcément on va dire le choix, ou c'est pas aussi facile de porter sur toi la charge de tout ça. Ouais, du coup, comment il faudrait faire pour... Moi, je pense qu'il y a une aspiration individuelle à essayer de réfléchir avant d'agir, et c'est pas forcément que sur nos actions Internet, c'est effectivement aussi est-ce qu'on fait ce covoiturage ou pas. Mais au niveau de la problématique de l'État et du gouvernement, moi, si on doit un peu discuter en opposition, moi, je suis pas spécialement favorable à du low-tech. Moi, je trouve que ce que fait le gouvernement en soutenant la French Tech, c'est-à-dire en soutenant les entreprises françaises spécialistes en nouvelles technologies, je trouve ça intéressant parce que je crois encore qu'il y a des solutions qui vont venir des nouvelles technologies. Moi, j'ai rencontré Carnot Computing qui fait des radiateurs connectés, c'est-à-dire des mini data centers chez soi où chacun héberge et fait du calcul. C'est pas du stockage parce que c'est trop compliqué de faire du stockage chez des individuels, mais qui fait du calcul et qui partage une puissance de calcul à travers des serveurs décentralisés qui sont partagés qui sont transformés en radiateurs. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et ça, c'est la tech qui nous apporte ça. Et là, mauvaise pioche, parce que justement, c'est un très mauvais exemple, mais je vais expliquer. Et moi, je considère qu'il y a des solutions qui peuvent venir de la technologie. Il y a aussi Lola, qui propose de faire du partage de calcul de notre ordinateur façon peer-to-peer pour éviter de congestionner les tuyaux et les câbles. Et tout ça, ça nécessite du développement, ça nécessite de la recherche, ça nécessite de l'investissement dans ces nouvelles technologies. Alors, il faut peut-être investir dans des nouvelles technologies plus low-tech, mais en tout cas, il faut quand même soutenir ce mouvement. On va tous vers là. Oula, vous avez une petite heure devant vous, là ? Je vais me prendre un scud. Non, mais... Donc low-tech, ça ne veut pas dire qu'on revient à la bougie, tout ça. Bon, mais il faut aller dans les bonnes librairies ou là, et c'est un petit peu long de rentrer dans le débat. Low-tech ou high-tech, je ne sais pas ce que dire. Alors, un petit exemple pour expliquer que l'enfer est pavé de bonnes intentions, sur l'exemple de la décentralisation des data centers. C'est un super exemple, je trouve, de chauffer. Tu as une piscine à Paris qui est chauffée avec un data center, tu la connais aussi, bon. Et tu peux chauffer, tu dis je mets des petits un serveur, c'est 200 watts. Bon, ben voilà, c'est comme donc si je mets 5 serveurs, ça fait un radiateur de 1000 watts, enfin un convecteur de 1000 watts. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe l'été ? Alors l'été, ça rebascule sur des data centers classiques. Donc en gros, tu as doublé l'équipement dont tu avais besoin, sauf si tu as décidé d'un point de vue sociétal que certains calculs, tu allais les faire que l'hiver dans l'hémisphère nord, et d'autres calculs que l'hiver dans l'hémisphère sud. Enfin, que l'été, pour nous, dans l'hémisphère sud. Sinon, c'est pas possible. Donc ça veut dire que quand tu lances un... Hein ? Typique le télescope Bubble, là. Oui, voilà. Ça veut dire il faut dire que, par exemple, quand je vais sortir le prochain dessin animé où Valérian et la Cité des 1000 planètes, qui a demandé pas mal de puissance de calcul dans les data centers, il aurait fallu que l'ensemble des images soient calculées que l'hiver pour chauffer les appartements. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Il fallait qu'ils sortent pour Noël et voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est possible d'utiliser bien la technologie, mais aujourd'hui, on a un peu le problème que le grain et l'ivraie sont toujours un peu mélangés. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des bons usages, on peut les trouver, mais ils sont toujours, en tout cas à date, ils ont toujours été un peu balayés ou accompagnés par les mauvais usages. C'est le coup d'Oppenheimer qui nous a fait dans la fin des années 40. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ah oui, la bombe atomique, j'avais pas pensé. Qu'on pouvait en faire un mauvais usage. Et depuis, en fait, on est toujours dans cette logique de la question de l'innovation. Et on parle d'innovation, on parle plus de progrès, on parle d'innovation. Et les innovations, il y a les bons et les mauvais usages, c'est difficile de les séparer. Un exemple, parce que je disais tout à l'heure que les entreprises d'Internet n'ont pas la posture de sauver le monde. Mais si, ils ont la posture de sauver le monde. Non, enfin, en fait, il faut qu'ils gagnent de l'argent, mais ils ont bien la posture de sauver le monde. Je veux dire, Elon Musk, aujourd'hui, nous dit même que si jamais ça ne marche pas, il va nous envoyer 1 million de personnes sur Mars. Et ce qui est dingue, c'est qu'en même temps qu'il dit ça, il dit que sa Big Fucking Rocket, c'est comme ça qu'il appelle, hein, la BFR, c'est le nom de code de la fusée, c'est qu'en attendant que ça serve pour envoyer des gens sur Mars, on pourra peut-être l'utiliser pour faire des voyages transcontinentaux rapides, hypersoniques. Donc c'est dingue, le mec, il est en train de nous pourrir le truc,
Et il nous explique en même temps qu'il va nous sauver. C'est juste hallucinant. Alors pour info, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient partir sur Mars, ma fille m'a conseillé de ne pas monter dans la première fusée, pour information. Parce qu'elle a dit, papa, fais attention, les fusées, c'est comme les crêpes, la première est toujours ratée. Donc méfiez-vous, n'allez pas forcément dans la première dans la première fusée d'Elon Musk. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je pense que, en fait, j'ai deux messages, un super sympa, un vraiment pénible. Le super sympa, c'est que si, avec quelques calculs de coin de table pas très difficiles, on pourrait dire, je pense qu'on peut abattre de 95%, peut-être de 98%, l'impact du numérique, tout en gardant un peu, on pourrait dire, Internet bien commun, je sais pas, Wikipédia, la possibilité d'envoyer une photo, de faire de la voix sur IP avec des gens qui sont loin, j'en sais rien. Voilà, garder ça, c'est-à-dire pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on pourrait faire ça avec peut-être 1/20 de la consommation d'énergie et de ressources actuelles. 1/20, 1/50, je vois, dans ces eaux-là, largement. On pourrait le faire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas le faire. Enfin, en tout cas, très probablement, on ne va pas le faire. Alors, comment on abat d'un facteur 20, peut-être, ou 50, la consommation énergétique d'Internet et de ressources? La première chose, c'est de faire durer les équipements. Faire durer les équipements parce que ce n'est pas comme une voiture. Une voiture, c'est 10% de l'énergie à la production, après 90% à l'utilisation. Dans l'Internet, c'est pas comme ça, c'est plutôt 50, 70%, ça dépend des équipements, qui sont faits à la fabrication. Donc plus j'arrive à faire durer mon appareil, mieux c'est. Donc combien est-ce que j'ai d'appareils? Pour faire quoi? Ils ont quelle modularité, quelle réparabilité, quelle durée de vie, etc. Voilà. Alors malheureusement, cet aspect-là, on va pas le faire. On peut essayer de le faire un peu chacun avec ses appareils, on peut essayer de se calmer, mais rendez-vous, je sais plus c'est quoi, il est sorti l'iPhone X, enfin, ça doit faire la queue déjà. Et donc il y a une fabuleuse obsolescence qui n'est pas une obsolescence d'ailleurs programmée ou une obsolescence technique, c'est une obsolescence marketing avant tout. Hein. Les objets, ils marchent encore au bout de 18 mois ou de 2 ans quand on les change. La deuxième chose, c'est plutôt sur les aspects de réseau, c'est-à-dire qu'on peut améliorer l'architecture, la performance, etc. Et là, il y a des choses qui se passent effectivement sur les questions de mutualisation, de décentralisation. Je pense qu'il y a plein de choses à aller regarder par là. Et de logiciels, parce qu'on a vécu dans un monde, enfin les programmeurs ont vécu dans un monde où la capacité de calcul était très grande. Maintenant on commence à parler d'obésiciel, on peut faire de l'éco-conception de pages web, etc. Mais en face de ça, tu décrivais ça très bien tout à l'heure, la question de la performance. La performance attendue d'un site web, notamment les grands sites de plateforme, c'est pas possible de faire tomber Amazon pendant 7 microsecondes. C'est pas possible d'avoir Facebook qui est désynchronisé entre les États-Unis et l'Europe. Et donc ça implique une redondance incroyable des équipements. Pour pas tomber, il faut redonder. Voilà, il faut installer des trucs en double, en triple, il faut passer son temps à faire des backups, donc ça crée du besoin. Et donc si on n'est pas capable de renoncer un peu à la performance ou à des fonctionnalités sur nos appareils, c'est la même chose. Hein. Pourquoi est-ce que sur le smartphone de base, on a une station météorologique complète, un accéléromètre, un gyroscope à 3 axes? Je ne sais pas trop, ça ne sert pas à téléphoner, ça sert... Bon, voilà. Donc si on était capable de faire toute cette sobriété-là, on pourrait abattre fortement le besoin. Tu veux rajouter rapidement quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, tu as parlé de l'obésité des lignes de code. Et c'est pour ça que je plaide aussi pour qu'il y ait de la recherche qui se fasse dans la tech, parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui se montent et qui proposent aux entreprises qui sont de plus en plus dépassées par des lignes de code qui s'amoncellent, qui font comme des constructions de gratte-ciel avec des fondations un peu branlantes. Et ces nouvelles sociétés, ces petites startups proposent de nettoyer le code pour pas perdre dans ces milliards de lignes de code, la ligne qui est importante et qui va, si on l'enlève, faire s'effondrer toute l'architecture du réseau. Donc, c'est quand même très important, à mon avis, peut-être de pousser des investissements publics sur des startups, sur de la recherche tech pour commencer à aborder ces problèmes. Et je crois que c'est quand même dans les tuyaux. Du coup, je vais passer tout de suite la parole à la salle parce que je crois qu'on a jusqu'à 20h. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Bonjour et merci pour ces échanges. Moi, j'ai une question. Donc, vous avez beaucoup parlé de l'énergie, des matières premières. Est-ce que vous auriez un commentaire sur les gaz à effet de serre
notamment certains fluides frigorigènes à très fort pouvoir de réchauffement global. Oui, il y a des choses, je crois, dans la fabrication aussi, dans le silicium ou des choses comme ça, dans la gravure, il y a des émissions de gaz à effet de serre fluorées, je ne sais plus exactement lesquelles. Donc, non, mais voilà, je voulais citer, il y a des choses en fabrication, et il y a des émissions en fabrication, et il y a peut-être effectivement des émissions sur l'aspect clim, sur les... je sais plus, les HFC ou un truc, enfin c'est plus ou moins dans cette famille-là. Après, je pense qu'ils sont assez mal mesurés et donc pas vraiment pris en compte aujourd'hui dans tout ce qui est COP, etc. Quoi. Voilà. Mais on a parlé d'énergie, on n'a pas parlé de gaz à effet de serre, parce que là aussi c'est compliqué. Et quand tu citais tout à l'heure l'exemple des calculs de l'ADEME ou des chercheurs qui avaient effectivement essayé de remonter en calculant l'énergie de Google sur combien faisait un mail avec ou sans pièces attachées. En fait, c'est lié à plein de biais, ou en tout cas d'hypothèses méthodologiques. Et la première, c'est dans quel data center c'est stocké. Est-ce que c'est en Chine, en France, en Finlande? Est-ce que j'ai mis 10 minutes à lire ma pièce attachée, ou est-ce que je l'ai jetée tout de suite? Donc c'est très difficile, pour les fans du bilan carbone, ça sera difficile de relier chaque geste unitaire quotidien du numérique avec une émission. Tout ce qu'on sait, c'est plutôt au niveau global, ça fait à peu près tant. Et encore, ça fait à peu près tant, c'est des calculs à la louche liés au nombre de serveurs, par exemple. On sait qu'il y a à peu près 45 millions de serveurs dans le monde. On sait qu'il y a à peu près 4000 data centers de telle et telle taille. On sait qu'il y a à peu près tant de stations de base qui consomment à peu près tant. Mais voilà, après, finalement, est-ce que mon ordinateur qui est resté allumé, il a servi à chauffer en partie mon appartement parce que c'est l'hiver, ou est-ce que je l'ai laissé l'été et que l'énergie a été gaspillée? Là aussi, finalement, voilà, les gaz à effet de serre vont pas être les mêmes, et c'est très très difficile de remonter finalement la chaîne. Bonjour, j'avais deux questions. La première, c'était sur le business model un peu des data centers, donc qui sont partagés, j'imagine, par plein de compagnies différentes. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises qui les construisent? Qui est-ce qui paye en fait pour ce service-là qui est partagé? Et j'avais une deuxième question, un peu pour me donner en fait un exemple concret. Moi, ce à quoi je pensais en venant à la conférence, c'était par exemple, moi je suis très friand des services pour regarder des séries ou écouter de la musique qui sont justement entre guillemets dématérialisés. Entre acheter un CD ou écouter l'équivalent d'un CD, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, ou est-ce qu'on en sait un peu plus? Merci. Moi, j'ai mis un petit peu de temps aussi à comprendre l'économie des data centers. Et un patron de data center m'a expliqué que en fait, les data centers, c'est comme des hôtels. On vient pour héberger ces données. Et dedans, il y a des auberges de jeunesse et il y a des hôtels 5 étoiles. Donc les auberges de jeunesse, pour ceux qui connaissent, c'est OVH. C'est des salles où les serveurs sont partagés. Une même machine peut contenir une petite association, une start-up qui démarre et une adresse, un serveur personnel. Après, il y a des hôtels qui sont un peu plus haut de gamme, 1 ou 2 étoiles, où on va avoir chacun sa machine, son serveur. Et après, il y a les très très haut de gamme, où il y a presque des data centers qui sont dédiés à des entreprises. IBM a ses propres data centers, Google a ses propres data centers, la Défense, le ministère de la Défense a ses propres data centers. Et donc, ils auront des... Enfin voilà, c'est juste un serveur, en fait, un data center. Et après, l'économie, c'est des espaces de location. On va allouer des serveurs, et il y a des services afférents qui vont être affectés. Et les services, ça peut être juste du stockage, ça peut être du cloud computing, ça peut être de l'analyse, du calcul, ça peut être plein de... En fait, plus on a d'actions sur une donnée, plus ça va coûter cher en électricité. Et après, sur ta deuxième question, en fait, on achète de l'espace de stockage et de l'électricité aussi. Et sur ta deuxième question, moi, j'ai lu une seule étude sur ce sujet, et elle avait été commanditée par les majors de l'industrie du disque, mais en tout cas, c'était assez clair qu'il valait mieux acheter des CD que de faire du streaming, en termes de coûts écologiques, et que fabriquer un CD coûtait finalement moins cher
si on calculait tout, la fabrication d'ordinateurs, le stockage, le transfert, la musique cache, le million de fois lu sur YouTube cette chanson de Frozen, délivrée, libérée, qu'on appelle, moi je suis une très mauvaise élève, parce que ma fille qui a 3 ans, tous les 15 jours, je vais sur YouTube et je relance la chanson. Ben, si j'avais eu le DVD, j'aurais pu télécharger, mais si j'avais eu le DVD, on aurait fait le DVD une fois, il y aurait eu un coût écologique certes important, mais toutes les fois où je la re-regarde et je la re-réécoute, eh ben, elle n'est pas comptabilisée. Donc les majors du disque avaient convenu que c'était vraiment moins cher. Je sais pas si toi... Ouais, non, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'effectivement, ça dépend de combien de fois on écoute, etc. Donc, ce qui est sûr, et ça, moi, je serais vraiment intéressé par que les gens se penchent là-dessus, c'est que je pense que, par exemple, la manière dont on a évolué, alors la musique, c'est une chose, mais par exemple, la radio et la télévision, enfin, la radio et l'image, la manière dont on a évolué le mode de consommation, qui est finalement, je suis en ondes hertziennes ou éventuellement en câble maintenant sur la télé, mais finalement tout le monde regarde la même émission en même temps reçue en ondes hertziennes. Je pense que par rapport à dire j'ai 1 million de personnes qui vont le regarder en décalé de 5 minutes à 1 heure parce qu'ils ont raté le début de l'intervention d'Emmanuel Macron, je pense que c'est assez important dans les tuyaux. Je ne sais pas dire comment, mais donc on a vraiment évolué sur ça. Alors peut-être qu'une pratique écolo parmi d'autres, j'en sais rien, ça serait de regarder des émissions à l'heure sur la télé. Je ne sais pas, pour ceux qui ont la télé. Mais, ouais. Bonjour. Par ailleurs, juste pour revenir, de plus en plus de services aujourd'hui d'administration française vous proposent d'imprimer vous-même des ordonnances, d'imprimer vous-même à Pôle emploi des documents. Et ça a un coût énergétique énorme, parce qu'en fait, nos imprimantes de bureau, elles sont beaucoup moins efficaces et beaucoup plus énergivores que les imprimantes dédiés, professionnels, qui abattent de la photocopie à la minute, quoi. Et ça, pour moi, c'est un énorme enjeu, en fait, qui n'est pas du tout pris en compte par le gouvernement. On pense que c'est super, c'est dématérialisé, et puis ça débarrasse pas mal les laboratoires médicaux, ça débarrasse pas mal les administrations. Mais aujourd'hui, regardez, on est tous obligés d'avoir une imprimante chez nous, parce que on est obligé d'apporter des preuves papier, toujours dans les administrations, et ça coûte très cher. Bonsoir. On a évoqué brièvement la blockchain tout à l'heure. Je voulais savoir, je crois savoir, je m'y connais très mal, mais que la puissance de calcul que demandent les crypto-monnaies est hyper importante. Est-ce qu'on a une idée de l'impact qu'aurait le développement des crypto-monnaies à une échelle industrielle plus importante ? Merci. Il paraît que c'est hallucinant. Je connais très mal, mais en fait, c'est donc les mineurs, là, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de capacités de calcul qui sont un peu réparties partout. J'ai vu deux articles récemment. Il y en a un qui disait que ça consommait autant que l'Islande, et l'autre, je sais plus quoi. La quantité actuelle, qui est finalement peanuts par rapport aux besoins monétaires des échanges mondiaux. Donc je pense qu'effectivement, c'est très mal parti. Si on imaginait de généraliser des monnaies, ou même d'être sur des monnaies complémentaires, bon, la monnaie complémentaire avec l'unité de compte à plusieurs milliers d'euros ou de dollars, c'est pas forcément pratique pour aller à la boulangerie. Donc je sais pas si on va utiliser des millièmes ou des milliardièmes de bitcoin dans le futur. Mais ça a un impact écologique, paraît-il, gigantesque. Et là, pour le coup, ça a commencé à émerger dans le débat, y compris chez les gens qui travaillent dessus, quoi. Peut-être juste qu'il faut rappeler ce que c'est que la blockchain, pour ceux qui ne savent pas. La blockchain, c'est un système qui permet d'effectuer des transactions, des votes, toutes sortes de transactions de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'organe central qui recueille l'information et qui fait l'intermédiaire, mais c'est tous les membres de la blockchain qui valident finalement la transaction, dit de manière très grossière. Bonjour, merci déjà pour les images, pour l'expertise. Moi, j'avais 2 questions sur les solutions dont on a évoqué, donc l'exemple de la piscine notamment, qui était assez intéressante, mais par contre sur l'émergence du cloud régional, je sais qu'il y a eu un projet qui s'est arrêté l'année dernière, le projet Andromède, je crois, français. Et justement, est-ce qu'avoir un cloud régional où on pourrait à la fois maîtriser les coûts de production
et les coûts humains, managériaux, etc., et en même temps protéger les données, est-ce que c'est des solutions qui sont viables sur le long terme ou est-ce que c'est encore trop obscur ? Moi, ça me paraît génial. Tout ce qui est un peu décentralisé, c'est super, mais même des clouds, même des serveurs municipaux. Même, on pourrait imaginer un lieu comme la recyclerie qui ait ses propres serveurs et qui puisse créer en tout cas se chauffer grâce à des serveurs partagés avec le quartier. Enfin, moi, c'est comme ça que j'imagine un futur sympa. Même dans notre maison, je pense qu'on pourrait avoir, alors peut-être pas dans les appartements, mais en tout cas des salles un peu serveurs qui puissent nous permettre de chauffer. Et pour la sécurité des données, non mais c'est hyper important. Ouais, la sécurité, moi je pense qu'elle est plutôt informatique que physique. Enfin, oui, il faut éviter que ça soit qu'il y ait des intrusions, etc. Mais à mon avis, c'est surtout l'enjeu du futur, c'est quand même c'est la sécurité liée au piratage, quoi. Bon. C'est bon ? Bonjour, j'ai une question pour Colline Tison. Ah, pardon. J'ai une question pour Colline Tison. C'est un peu provoquant, mais c'est gentil. Comme vous défendez plus ou moins le high-tech, la croissance de high-tech, est-ce que vous avez lu le livre de Philippe Biwix, L'âge des low-tech ? Non, malheureusement, j'ai pas lu. Donc c'est pour ça que je me suis pris un scud, parce que je vous conseille de le lire. On comprend assez clairement que la croissance des high-tech, c'est pas vraiment soutenable ni souhaitable. Et voilà, je vous conseille juste de lire. Non, mais c'était aussi pour pouvoir avoir un échange et que c'est un peu des techniques journalistiques qu'on utilise. J'aime bien la sobriété heureuse et je trouve que c'est très important de réfléchir à tout ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai été un peu, je sais pas, j'ai vraiment bien aimé ce que disait Jérémy Rifkin sur la possibilité d'utiliser ces nouvelles technologies pour essayer d'arriver vers une autre société, et peut-être que c'est complètement compatible, et c'est ce que tu vises avec les low-tech. J'ai besoin d'un point juridique du montant numérique. On ne peut pas traiter quelqu'un d'escroc comme ça si ça reste pendant 10 ans. C'est possible. On peut avoir un procès après, non ? Donc j'ai rien dit du coup sur Jérémy Rifkin. Ah bah pas un peu, c'est complètement. Que quand même Jérémy Rifkin, ok, ça marche. C'est un escroc, il fait payer ses conseils hyper chers. Il fait payer ses conseils très très chers. À Lille, ça n'a pas forcément complètement marché, mais c'est quelqu'un qui donne quand même une vision, et une vision qui est optimiste, qui est positive, et on peut s'inspirer. Moi, des serveurs partagés, décentralisés, c'est quand même intéressant. D'utiliser une techno qui est pas encore complètement au point, blockchain, Ethereum, et pour se passer d'organes centraux, je trouve que voilà, ça va nous apporter des choses. Non, mais indéniablement, il est dans un récit. Il y a un récit positif. Il faut qu'il y ait aussi un récit positif, mais c'est le cas dans l'âge des low-tech, je te promets. Mais voilà. Après, il faut aussi se dire, dans un monde low-tech, il ne faut pas commencer par les high-tech, je pense. C'est-à-dire que on voit bien que ça va être difficile d'arracher leur smartphone aux gens, et que ça sera peut-être plus facile, je ne sais pas, de les convaincre de renfiler un pull au vert pour chauffer moins la maison, ou de prendre une voiture plus petite peut-être, ou d'aller un peu moins vite en voiture, des choses comme ça, puis après finalement d'enfourcher au bout de quelques décennies un vélo plus bien conçu. Ce sera peut-être plus facile que de l'arracher tout de suite le smartphone. Mais après, c'est vrai que je pense que les low-tech dans les high-tech, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est toutes les pistes intéressantes de se dire, mon Dieu, Wikipédia en anglais, quand même la connaissance de l'humanité, à peu de choses près, hein. J'exagère un peu, mais pour faire simple, Wikipédia en anglais, ça tient sur 2 CD. Ça tient sur 2 CD. Il n'y a pas besoin de data center énorme et tout. Et pourquoi ça tient sur 2 CD ? Parce qu'ils ont fait que des petites photos toutes moches avec une très basse résolution. Il y a quasiment que du texte. Ils n'avaient pas d'argent. C'est l'aspect économique qui a poussé. Ils ont dit donc à la fin il n'y a pas que 2 serveurs parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais je veux dire ils ont géré une croissance intéressante de ce point de vue-là. Et voilà, c'est la question. C'est à nouveau comment je me passe de la vidéo de petit chat téléchargée X millions de fois. Et comment j'arrive à garder la partie un peu utile d'Internet, sachant que même dans la définition d'utile, il y a des gens qui ne trouveront pas la même manière. Donc effectivement, faire payer et pas dire tout est gratuit, c'est sans doute une piste.
Après, la piste réglementaire de faire payer, elle est compliquée parce que si je dis je taxe les méchants data centers polluants en France, bah hop, ils vont partir, les 140 qui se sont installés derrière Gravelines et tout ça, ils vont partir ailleurs. Bon, donc c'est compliqué d'imaginer tout ça, mais c'est bien l'idée, c'est de dire à un moment, se remettre face à nos conséquences environnementales, quoi. Mais je crois qu'on est d'accord. Moi, j'aime bien cette idée d'avoir des solutions qui viennent de la tech. Et j'aime bien cette idée d'un paiement, en fait. Moi, je crois qu'Internet doit recommencer à être payant. Enfin, doit commencer à être payant. Et c'est nous qui devons payer, c'est pas les data centers. Donc, c'est nous qui devons payer pour nos usages, nos utilisations, l'équivalent d'un timbre, en fait. Et à force de plus avoir d'espace de stockage pour envoyer nos vidéos WhatsApp, parce qu'au bout de la 15e vidéo de la journée, ça va augmenter notre facture téléphonique, et on se rendra compte finalement de l'impact de chacun de nos gestes. Alors c'est peut-être une solution un peu radicale, un peu dure, on n'en a pas l'habitude, mais ça nous permettra de reprendre contrôle sur nos données et sur les contenus d'Internet. Aujourd'hui, en effet, tout est soi-disant gratuit, puis on se rend bien compte que c'est nous le produit. Alors, faut évidemment lire le bouquin de Philippe, c'est par là, Philippe. Mais il faut aussi regarder le documentaire de Colline Tison qui fait œuvre de célébrité publique, je le dis. Voilà. J'ai une petite question, je rebondis sur la question du streaming tout à l'heure, parce que j'ai du mal à comprendre exactement où est l'impact. Où est l'impact en fait de nos actions sur Internet. Et par exemple, pour la question, je pensais que c'était le coût le plus important était dans le stockage et non le transport. Donc par exemple, sur l'exemple de la chanson Frozen, elle est stockée une seule fois, non? Ou en fait, à chaque fois qu'on la regarde, est-ce qu'il y a un impact sur le transport, le stockage? Est-ce je commence, tu feras le stockage après si tu veux, mais en gros, donc dans Internet, pour dire les 8-10% de l'électricité mondiale, là, les 3-4 fois la consommation française, production-consommation française, tu as un gros tiers dans les data centers, un tout petit tiers dans les réseaux, donc dans le fait de transmettre par câble. Ça, en général, c'est pas cher parce que c'est pas compliqué, soit de transmettre par onde, d'accord, entre ta box et chez toi. Et puis il y a non pas entre ta box, après ta box. Et puis il y a un autre gros tiers, ça doit faire 1 à peu près le total, qui est dans la consommation à la maison. Donc ton propre ordinateur. Donc si du coup c'est l'hiver, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, parce que ton ordinateur chauffe ta maison, quelque part. On contribue à chauffer ta maison. Et puis tu peux rajouter un 4e tiers, on va dire, mais ça c'est vraiment des estimations hyper compliquées pour la partie fabrication. D'accord ? Donc du coup il y a autant de fabrication que de dépenses à la maison, pour faire simple. Ok ? Ensuite sur ces stockés, non c'est pas stocké qu'une fois. Enfin je pense que pour être téléchargé des centaines ou des milliers de fois par minute, c'est forcément stocké à plusieurs exemplaires. Enfin, je vois pas d'autre solution. Enfin, ouais, il y a des systèmes de cache qui permettent d'être moins coûteux en énergie pour éviter de retélécharger en gros tout. Mais en fait, sur un serveur, les données, elles peuvent être soit là et rester des années, comme sans qu'on en fasse rien. Mais dès qu'on les appelle, en quelque sorte, et le serveur doit travailler. Donc ça veut dire qu'il est en veille, et puis tout d'un coup, il fait bli 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 bli, il se met à travailler pour aller chercher Frozen, ou pour aller chercher une vidéo qui n'a pas été visionnée pendant 3 ans. Il se passait rien du tout, calme plat. Le serveur, mettons qu'il est sur un... Parce que tout ça, c'est géré dans les data centers. C'est leur boulot de gérer... dans quels serveurs sont stockées telles données. Est-ce qu'elles vont être appelées régulièrement ou est-ce qu'elles vont rester comme ça juste pour être stockées? Et ça a des coûts énergétiques différents au sein du serveur. Appeler une donnée, la faire travailler, c'est comme dans notre ordinateur. Hein, quand on va chercher un document Word, on l'appelle, enfin, je sais pas, moi j'ai des vieux ordinateurs, on entend qu'il va aller travailler. Et ça prend de l'énergie. Je rajouterais une dernière chose, c'est que quand tu cliques sur un site internet, par exemple avec un média gratuit, en fait le site, sans que tu le saches, va aller chercher une dizaine ou une vingtaine de sites différents derrière, qui sont des sites qui vont calculer en temps réel la pub qu'il faut t'envoyer. D'accord ? Donc en fait, c'est pas juste le clic à aller télécharger la page de libération.fr, je sais pas, c'est tout ce qu'il y a derrière
Et tous les calculs qui vont être faits pour se dire à toi, tu es déjà passé là, tu as parlé avec un copain ou une copine de vacances aux Maldives, tiens, je vais t'envoyer un truc furieusement personnalisé. Et tu vas tomber sur les croisières Costa avec une belle photo, avec un espèce de truc immense avec 5000 Philippins à bord et 2500 personnes, mais sur la plage, il y a juste une seule personne, c'est toi. Et ça va consommer aussi derrière plein de data centers à plein d'endroits. Alors, oui, bonjour, excusez-moi. Donc, une question pour revenir plutôt sur les minéraux et les matières premières dans la construction des objets. J'ai pas beaucoup entendu, en fait, on parle beaucoup du point de rupture pour le pétrole. Et j'ai pas vraiment entendu ça pour ce qui est des ressources comme le coltan ou les terres rares. Et je voulais savoir on estimait qu'il y avait des minéraux qui étaient indispensables et qui allaient manquer, ou si en fait les matières premières pourraient toujours être remplacées et n'empêcheraient pas l'inflation high-tech. J'espère que vous voyez ce que... Donc là, 8h-5, avec des grands signes qui commencent derrière, ça va être super compliqué. Mais en fait, déjà, il y a qu'est-ce qui est indispensable ? Je sais pas, l'indium, par exemple, ça sert à faire des écrans plats. Bon, il y a eu une époque, il n'y avait pas d'écran plat dans les boulangeries et dans les bureaux de poste. Je ne sais pas si c'est indispensable. Bon. Ensuite, il y en a beaucoup, on va répondre, il y en a beaucoup. Et la question, c'est un peu comme sur le pétrole, ça marche un peu comme sur le pétrole, c'est que ça dépend à quel prix tu es prêt à le payer. Et quand je dis prix, c'est le prix économique, mais c'est aussi l'énergie que tu es prêt à y mettre. Et les dégâts environnementaux que tu es prêt à faire ou pas. Donc en gros, on va dire pour tous les minéraux, la question c'est toujours de dire est-ce que je peux creuser plus profond, je peux aller sous les océans. On commence à exploiter là au large de la Papouasie l'année prochaine, il y a la première mine sous-marine qui va exploiter de l'or et 2-3 autres trucs au large de la Papouasie. Tu peux toujours aller plus loin et c'est ce qu'on fait de fait. Et le problème c'est qu'il faut pas espérer du renchérissement des minéraux. Des métaux, des minerais, il ne faut pas espérer que ça va rendre Internet durable. Parce que dans un smartphone à 300 € ou 500 €, il y a quelques, pour être large et sûr de ne pas me tromper, peut-être dizaines d'euros de matières premières, y compris l'or, le platine, le palladium, le machin, plein de trucs un peu bizarres qui coûtent cher au kilo, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, même si ça, je sais pas, doublait, triplait, ça va pas. Voilà, c'est surtout de la recherche et du marketing qu'il y a dans les smartphones. Donc, faut pas espérer, malheureusement, que la raréfaction fasse que ça va rendre Internet plus durable ou les objets plus durables. De la même manière qu'il faut pas espérer de la montée des prix du pétrole, même s'il monte à terme, faut pas espérer que ça va relocaliser l'économie, parce que le coût d'un container qui fait Shanghai-Paris. Eh ben, en fait, la quantité de pétrole qu'il y a dedans, ça peut monter encore beaucoup avant que ça vienne compenser la différence environnementale et sociale qu'il y a entre la Chine et nous. Voilà, malheureusement. Mais donc oui, après, il y a des tensions, il y a des choses, il se passe plein de trucs, mais c'est pas forcément toujours le numérique. Tu vois, par exemple, les batteries au lithium, cobalt qu'on a dans tous nos objets numériques. Bah, aujourd'hui, ce qui va créer la tension, c'est plutôt l'arrivée des voitures électriques, parce que c'est beaucoup plus de batteries, beaucoup plus gros pour stocker beaucoup plus d'énergie. Donc il y a plein d'autres phénomènes, quoi. Alors, il y aura une dernière question. Je suis désolé, on ne peut pas en prendre plus. Voilà. Donc vous pourrez parler aux intervenants après en privé et puis aller boire un verre. Oui, bonsoir. Question ou remarque d'ailleurs. Vous parlez de Jeremy Rifkin. J'ai invité Jeremy Rifkin à une conférence que j'organisais sur les villes intelligentes. Et donc pour répondre à votre propos, il prend 30 000 € par conférence. Et il demande Ça dépend des conférences. En tout cas, celle que j'organisais, et il demandait à voyager en première, bien évidemment, depuis Washington, donc je lui ai expliqué qu'on ne pourrait pas travailler ensemble, mais je rêvais de lui poser la question, parce que je travaille sur les métaux rares, mais est-ce que vous vous rendez compte des métaux rares qu'il faut derrière toutes ces infrastructures numériques? Et entre Paris, Washington, j'ai tout fait pour lui poser la question, et il n'a jamais voulu se rendre disponible pour répondre à cette question. Et dernière chose, est-ce que finalement, c'était aussi votre propos, mais comment se rendre compte de ce qu'on consomme et de la réalité du numérique? Moi, je propose qu'on rouvre des mines en France. Mines au fond desquelles on ira chercher les métaux qui sont nécessaires pour notre rêve numérique. Et le jour où on aura des mines partout, on se rendra compte du réel impact du numérique sur nos vies. À ce moment-là, on se dira peut-être qu'il faut moins regarder de photos de chats. Je voulais juste faire payer, mais... Philippe Biwix ne prend que 10 000 €, donc c'était beaucoup moins. Ouais, on se voit après la conférence. Hein. Oui, j'ai ton chèque. Non mais oui, pas mieux, bien sûr. Enfin,
s'il n'y avait pas eu tout le phénomène de délocalisation, bon, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais qui s'est amplifié et qui a pris des proportions importantes dans une économie mondialisée, effectivement, nos campagnes françaises ressembleraient peut-être à certaines campagnes chinoises aujourd'hui, et c'est pas toujours joli. Merci beaucoup, il est 8h, donc c'est parfait. Oui, donc j'en profite, vu que je me fais disputer, pour annoncer le prochain débat du Mouton Numérique, alors qui part sur un autre thème. On va parler du cyberactivisme des printemps arabes. Donc c'est les printemps arabes, une révolution 2.0, qui aura lieu à l'Institut du monde arabe le 16 décembre. Donc c'est un samedi et c'est à 16h. Voilà. Et donc on va juste recevoir rapidement 2 invités. Le premier, c'est Yves González Quijano, qui est chercheur et donc qui a travaillé justement sur tous les mouvements des cyberactivismes des printemps arabes, donc plutôt dans les années en 2012, d'ailleurs ça c'est un peu dans ces années-là aussi. Et on a quand même l'honneur de recevoir Sami Ben Garbia, qui vient directement de Tunisie et qui a animé un blog d'opposition tunisien qui s'appelle Nawat à l'époque. Donc voilà. Donc j'en profite. Du coup, je l'ai fait dans le mauvais sens. Merci Irénée, tu m'as toute bousculée. Pour vous remercier quand même pour vos super interventions. Merci. Merci à vous.